J'ai entendu parler d'un peuple rarement étudié, un peuple méprisé, oublié. La diaspora de la poubelle, dispersée à travers le monde. J'ai voulu rencontrer ces hommes et ces femmes, ceux qui vivent de nos ordures, des miennes, des vôtres, des leurs, en France, mais aussi à l'autre bout du monde, en Inde, en Colombie, au Ghana. J'ai voulu rencontrer le peuple des ordures. L'horizon de Morissette se réduit à Levallois-Perret. Je l'ai rencontré là, à la tombée de la nuit, au détour d'une poubelle. Ils ont coupé le fil. Voilà. Bon, mais ça serait bien, mais je peux pas l'emmener. Et ça fait de la place. Voilà. Elle tenait un petit magasin de fleurs, pas loin d'ici. Son mari est mort depuis des années. Bonsoir. Morissette vit seule avec sa toute petite retraite et ses fins de mois difficiles. J'adore récupérer dans les poubelles parce qu'il y a des choses intéressantes que j'ai jamais eues. Ça me distrait et en même temps, ça me fait un peu d'argent. Je suis à la retraite, donc ça me fait voir des gens, beaucoup de gens, et puis ça rend service aux gens que je vende des choses pas très chères, et comme si les faire des choses récupérées, donc on va pas les vendre très cher. C'est à peu près ça toutes les semaines. Enfin, quelquefois, quelques semaines, je ne trouve rien du tout. Là, c'est pas mal. J'ai tout ça à vendre, j'ai tout ça à essayer de débarrasser. Et je trouve toujours des belles choses, donc j'en ramène, ça fait comme ça. Ça va fonctionner, on verra. Enfin, peu importe, on verra bien. Je connais pas ça. Bon. Elle a hésité à m'emmener à Saint-Ouen, sous le périphérique parisien. C'est le seul marché autorisé pour ces vendeurs d'objets ressuscités, pour ces déchets réhabilités. Ces hommes et ces femmes, on les appelle les biffins. Vous voulez quelque chose? 3 €. 3 €. Au début, j'étais très stressée parce que je trouvais ça triste à pleurer. On a l'impression qu'on vient vendre parce qu'on n'a même pas de quoi manger, quoi. Et c'est le cas de certaines personnes, probablement. Je suis venue une fois avec quelqu'un que je connaissais comme ça. Je suis venue, j'étais complètement affolée, je ne dormais pas la nuit. Les premiers jours que j'ai vu ça, tous les Roumains partout, je ne pouvais pas dormir, la pauvreté. Voilà, je ressens la pauvreté jusqu'à sur le dessus de la peau, quoi, hein, carrément. Je ne peux pas supporter. Et donc je suis venue là, comme ça, j'ai vendu un petit peu, j'ai regardé comment faisaient les autres. Comme pour faire les poubelles, c'est pareil, j'ai regardé les autres faire. 2. Oui, 2 €, les deux, chacun 2 €. Si vous avez votre petite fiancée, il faut qu'elle soit mince. Non, j'ai dit 8. Non, 8. 8, monsieur. Morissette n'est pas seule dans ce cas. Ils sont, paraît-il, des millions dans le monde. Saint-Ouen, New Delhi. Me voilà au sommet d'une montagne gigantesque. Une montagne d'ordures. Qui sont ces gens qui s'affairent à fouiller,
à trier. À 30 km du centre-ville, ils sont là, dans cette usine à ciel ouvert, ouvriers qualifiés en fouille de déchets. Je rencontre Ali et son frère. Ils vivent là, dans cette cabane au pied de la décharge, et chaque jour ils gravissent la montagne pour accomplir leur travail. Tous les jours, des dizaines de camions crachent les déchets de la ville. Ali, comme les autres, nourrit l'espoir d'avoir de la chance, de tomber sur un trésor jeté par erreur. Nous, on cherche et on ramasse. On prend tout ce qu'on peut. C'est comme ça qu'on gagne notre vie. Des voisins nous ont dit « ça tu peux prendre, ça non, ça c'est bon, ça tu peux garder ». C'est comme ça que j'ai appris à trier. Pendant la journée, je cherche toutes sortes de choses. Des bouteilles d'eau, du plastique, du verre. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le plastique. C'est ce qui me rapporte le plus. Après, je vais vendre ce que j'ai ramassé. Je me fais environ 2 € par jour avec tout ça. Avec cet argent, je peux acheter des vêtements, mais aussi du riz et des légumes que ma mère prépare pour le dîner. Je ne suis pas allé à l'école, alors comment trouver un vrai travail? Je n'aime pas ce que je fais. Qui pourrait aimer faire ça? C'est dangereux de travailler ici, mais que faire? Je suis bien obligé, nous avons besoin d'un salaire pour vivre. Pour le ventre, pour la vie, il faut bien manger. C'est pour ça que je suis ici. Ali a 16 ans et déjà 9 années de travail derrière lui. Cette montagne d'ordures représente presque l'Eldorado, la seule possibilité de survivre, de gagner un peu d'argent pour une famille de paysans sans terre. Sa collecte achevée, il m'emmène voir Bachir, celui qui achète sa récolte tous les jours. Le plastique surtout, qui se négocie au poids. Ali gagne environ 50 € par mois. En Inde, le salaire moyen est de 300 €. Je ne peux pas être comme Bachir. Je ne sais ni lire ni écrire. Comment pourrais-je devenir comme lui? Si je savais lire et écrire, je dépasserais Bachir. Je deviendrais un grand. Et pourtant, tout comme lui, Bachir a commencé en tant que glaneur, avant de grimper dans l'échelle sociale de la décharge. Ça fait 17 ans que je vis ici. Cette boutique, j'ai fait beaucoup d'efforts pour l'avoir. Avant, moi aussi, je travaillais en haut sur la décharge. J'ai fait ça pendant 12 ans. Toute ma famille a mis de l'argent pour monter cette boutique. Ma mère, mes frères, tous ensemble. D'un côté, on achète de la marchandise. De l'autre, on revend aux grossistes. Et eux l'emmènent dans une usine à quelques kilomètres d'ici. J'achète de tout. Du fer, de l'étain, du plastique, des bouteilles d'eau, du verre, etc. Ce genre de choses. Je suis content de travailler, mais que dire du reste? Dans mon cœur, je ne suis pas heureux. Je suis obligé de faire ce travail. Je ne peux pas trouver un bon travail comme être chauffeur, par exemple. Pour être chauffeur, il faut un permis. Mais pour ça, il faut beaucoup de papiers officiels, un compte bancaire. Et je n'ai pas tout ça. Ali travaille plus de 10 heures par jour sur la décharge. Pas de week-end, ni de vacances. Mais il cherche parfois à changer d'horizon. Avec ses maigres économies, il s'accorde de temps en temps la possibilité d'être comme tous les gamins de son âge.
चला तो खेलेगा तुम लोग चला जाओ अबे नहीं यार ऐसे खेलना है चलो करो चलो तुम लोग तो जाओ यार जैसे किसी को ले लेंगे अब दिखा ट्रोस कर फील्डिंग कर भारत पैसा ठीक है ट्रोस छानने भी नहीं आता तेरे को गलती नहीं उछलना चाहिए हेड ये हेड 1 रुपया किलो ओ भाई एक बात बता रहा हूँ देख बॉल ना उधर जाना चाहिए ना इधर ठीक है ओ कहां दे उधर आगे हाँ। ले चल अबे कहाँ भेज दिया अबे जा रुपये गाड़ी गए La mère d'Ali récupère l'argent que ses fils ont gagné dans la journée pour aller faire ses courses au marché. En fin de journée, je les retrouve chez eux, dans une cabane, au pied de la décharge. Comme tout le monde ici, Ali, sa mère et son frère aspirent à vivre normalement, malgré la proximité des ordures. पिक्चर चल रहा है क्या? जाऊं अंदर आऊं आ सकता हूं? ठीक है কালা পোশাকে হিরোইনটা একটু ভালো লাগে না লাল পোশাকে भी ভালো লাগে রে কিছু লাগে নানিকে যাবি নানিকে हमारा पिताजी हम जब छोटे Quand j'étais petit, on habitait dans un village. काम करते थे Notre père travaillait dans les champs. काम करते थे फिर Après sa mort, des proches nous ont dit de venir travailler sur la décharge à Delhi, उसने बोला दिल्ली qu'il y avait de l'argent à se faire ici. आ गया और Ça fait 12 ou 13 ans maintenant. काम कर रहा हूँ खत्ते में आगे क्या करना Ce que je souhaite pour mon avenir, काम मिल जाए वही करना je voudrais trouver un vrai travail. Voilà ce que je voudrais. जैसे कोई पानी Être celui qui arrose les plantes. Un jardinier, quoi. Ou alors je voudrais être un patron. Voilà ce que je souhaite. Je ne suis pas heureux. Faire ce travail depuis 12 ans, à force, je deviens bon à rien. C'est pas possible. अब जा स्कूल हमारा मम्मी का बहुत बड़ा बीमार हो गया था Maman est tombée très malade. डॉक्टर का पास Il a fallu aller chez le docteur. 50-60 Ça a coûté 120 € pour qu'elle aille mieux. सही करने में Elle s'est rétablie, puis la maladie est revenue. आया इधर करण हो जाए गंदे में रहता है इसलिए हो Elle est malade parce que nous vivons dans la saleté. गंदे में जैसे C'est normal avec tout ce qu'on respire ici. ले नहीं पा रहे हम लोग इसलिए Bachir me demande de l'accompagner à un meeting. Au coin d'une rue, une estrade, quelques banderoles et des revendications. Famille, éducation, dignité. Il voulait me montrer que son peuple des ordures rêve encore de sortir de la poubelle de l'humanité. Que pour une fois, on s'intéresse à lui. इसी पहाड़ के नीचे हम रहते हैं और हमारे बच्चे भी रहते हैं हम लोग स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं किस लिए कि स्कूल में बच्चा जाएगा इंसान बनेगा लायक बनेगा इंसान बनेगा हम भी तो इंसान हैं हम क्या इंसान नहीं है यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो क्या इंसान नहीं है वो क्या जानवर है और अगर हम इंसान हैं तो हम भी उसी तरीके के वातावरण के हकदारी हैं उनसे बचाया जा सके उनके खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई लड़ सके Mais très vite, le quotidien de la décharge reprend ses droits.
Bachir m'a prévenu. C'est une bonne journée aujourd'hui. Les camions viennent chercher son stock de 15 jours. Plusieurs dizaines de sacs contenant du plastique, du verre, du fer, de l'aluminium. Tout est pesé au gramme près. Aujourd'hui, je vais bien. De l'argent va rentrer, je vais vendre le fruit de 15 jours de travail, donc je me sens bien. Je vais toucher pas mal d'argent, environ 250 €. Je vais faire un bon repas avec toute ma famille et on va s'amuser. Je vais pouvoir rester un peu avec mes enfants, je vais les nourrir, m'occuper d'eux. J'aime bien me dire que grâce aux déchets, je peux faire vivre toute ma famille. Dans l'après-midi, nous partons chez le grossiste de Bachir, à quelques kilomètres de là. Cela fait longtemps qu'ils font affaire ensemble. Cycle éternel de la consommation, la bouteille en plastique vendue par Bachir à son grossiste redeviendra une bouteille qui retournera sur la décharge et sera ramassée à nouveau par Ali. Et ainsi de suite, tant qu'il y aura des bouteilles en plastique et des hommes pour les ramasser. Le lendemain, je regagne le centre de New Delhi, une ville comme toutes les autres grandes capitales du monde, qui vit au rythme de la surconsommation. Dans la rue, je rencontre ceux que l'on appelle les door-to-door, des hommes qui viennent chercher les poubelles à la source, aux portes des maisons. Ce privilège leur permet de récupérer les meilleurs objets, ceux qui leur rapporteront le plus. Ailleurs, dans d'autres pays, ils auraient touché un salaire. Mais ici, à New Delhi, la municipalité ne veut pas en entendre parler. Et c'est bien ce que dénonce Malati, qui a créé Shintan, une ONG qui leur vient en aide. La municipalité gagne bien sûr beaucoup d'argent grâce à la taxe sur la propriété. Quand la mairie travaille avec les collecteurs de déchets, ça ne lui coûte rien et elle ne les considère même pas. Les door-to-door apportent beaucoup à la communauté. Et pourtant, personne ne les considère. Cela fait 10 ans que Malati se bat pour qu'ils soient respectés. Nous nous sommes aperçus que beaucoup de ramasseurs de déchets qui recyclaient étaient en bas de la pyramide. Ils étaient confrontés tous les jours à de nombreux problèmes lorsqu'ils récoltaient. Ils étaient marginalisés. Le bienfait de leur action passait complètement inaperçu. Ils étaient violentés par la municipalité et par les citoyens aussi. Ils étaient mal vus et faisaient l'objet de violences et d'insultes. C'était donc important pour nous d'intervenir afin de faire quelque chose ensemble. L'association fournit aux recycleurs un uniforme, une casquette et une carte de travail. Avec cette tenue, Deep Singh gagne un statut, mais surtout une respectabilité. Si Shintan ne s'occupait pas de nous, on n'aurait rien. Avec ça, j'ai une reconnaissance. Mon travail est pris en compte. Tout le monde peut voir ma carte de travail, mon uniforme. Les gens se disent, maintenant, il y a une organisation derrière eux, il n'y a donc plus de problème. Avec ce costume, je suis reconnaissable. Regardez derrière, on sait que je suis un homme de Shintan. Tout le monde connaît l'association. En voyant ce nom, les gens nous acceptent mieux. Avant, sans nos uniformes et nos cartes de travail, les policiers nous embêtaient. Ils disaient toujours, « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Il n'y avait aucune reconnaissance de notre travail. Grâce à l'uniforme et à la carte, on ne nous dit plus rien. Le peuple des ordures commence à prendre son destin en main, même si en Inde, ce ne sont que les prémices. Il paraît que dans d'autres pays, les ouvriers du déchet ont mis en place une nouvelle économie. Un marché de la poubelle qui rapporte gros.
Mon voyage à la rencontre du peuple des ordures à travers le monde m'entraîne au Ghana. On dit que c'est la poubelle de l'Occident, que la plupart de nos déchets électroniques arrivent ici. Plus de 90 000 tonnes par an. Au début, je n'ai vu qu'un port, habité par ses containers et ses douaniers. Un port où l'on déverse chaque jour des milliers de cartons avec des objets de toutes sortes. Et puis je réalise qu'Accra, c'est peut-être la poubelle de l'Occident, mais c'est surtout la capitale mondiale de la récup. Ordinateurs, fer à repasser, chaîne hi-fi, on trouve de tout ici. Les télés sont particulièrement prisées sur le marché de la seconde main. Bernard est une sorte de notable de la récup, un des plus gros revendeurs du coin. Quelques soudures, des gestes de magicien dont il a le secret, et la télé redevient presque comme neuve. Si on parle d'une télé par exemple, que vous considérez comme un déchet, ok, vous dites que c'est un déchet parce que la télé ne marche pas. Mais moi, je peux vendre cette télé qui ne fonctionne pas. Donc c'est un business pour nous. Nous, on voit ça comme un business et vous comme un déchet. C'est vice-versa. C'est ça. Ce n'est pas un déchet. Prix d'achat de la vieille télé, 5 €. Une fois réparée, elle en vaut 25. Ces télés viennent de Hollande. Nous avons un partenaire là-bas qui nous les envoie. Elles sont toujours d'occasion. Nous ne vendons jamais de télé neuve, seulement d'occasion. Le F sur les écrans indique que les télés ne fonctionnent pas. Nous essayons donc de les réparer. Mais parfois, nous ne réussissons pas. Celles que nous n'arrivons pas à faire fonctionner, nous les vendons à ceux qui veulent les télés cassées, à ceux qu'on appelle les gars de la casse. Ces gars de la casse, qui récupèrent les déchets de déchets, achètent à Bernard ou aux autres vendeurs des télés, des ordinateurs impossibles à réparer. Ils parcourent 10 à 20 km par jour pour aller à l'autre bout de la ville, vers le marché du recyclage, Agbo Blushy Market. Un marché. C'est drôle comme les mots n'ont pas le même sens partout. Pourtant, cette gigantesque décharge recèle beaucoup de choses à vendre. Ici, pas facile de parler avec les gens, très méfiants. Rares sont ceux qui acceptent de discuter. En Inde, j'ai rencontré Ali. Ici, au Ghana, je croise Idrissou, enfant lui aussi de la décharge. À 18 ans et déjà 5 ans d'expérience, il connaît toutes les ficelles du métier. Ce que je cherche d'abord, c'est le cuivre. Le cuivre, le fer, l'aluminium. Lorsque tu vends, tu gagnes plus avec le cuivre qu'avec tout le reste. 1 kilo de cuivre, ça fait 1 €. Le cuivre, c'est ce qu'il y a de mieux. Un vieux container lui sert de réserve. Il a la place ici de stocker tout ce qu'il a ramassé avant de le démanteler. Ce container contient toute sa fortune. C'est à cause des problèmes d'argent que nous sommes venus du nord jusqu'ici et que nous faisons ce travail. Si je gagne beaucoup d'argent ici, j'irai construire une maison pour mon père.
une maison pour ma mère. Quand j'aurai fait ça, j'achèterai des vaches, j'achèterai des chèvres, puis je les rapporterai ici pour les vendre. Et puis je repartirai pour en acheter d'autres. Et je reviendrai encore et encore. Je suis Idrissou sur un terre-plein. Ici, l'air est irrespirable. Quelques cartons, une allumette pour brûler les gaines de plastique et de caoutchouc et récupérer ainsi le cuivre. Qu'importe si les fumées tuent Idrissou à petit feu. Il a l'habitude de respirer ce concentré toxique. Moi, j'en peux plus. J'étouffe. Pour lui, tout ce qui compte, c'est le cuivre. Sa santé passe après. Ce que je peux dire, c'est que tout ça, ça me fait rien. Quand j'ai fini de brûler le cuivre, je prends du savon et je me lave les mains. Je me lave le corps aussi. Des fois j'ai des douleurs, mais pas toujours. Des fois j'ai mal au ventre. De temps en temps à la tête. Quand j'ai vraiment trop mal, je vais à l'hôpital. Ils me donnent de l'eau. De cette eau qu'ils utilisent à l'hôpital. Ils me disent rien. Ils me demandent quel travail je fais. Je leur dis que je suis dans la récupération. Alors ils me donnent des médicaments. Il y en a plein, je les connais pas. Mais quand je les prends, ça va mieux. De quoi souffre réellement Idrissou? Je veux en savoir plus. Je vais voir le directeur des services de santé à Accra, le docteur Yabani. Il ne peut que constater. Les maladies que nous observons normalement, que les gens nous signalent dans les cliniques, sont d'abord des diarrhées, des maladies respiratoires aiguës. Nous avons aussi des maladies de la peau. Nous observons aussi des infections oculaires. À Agboblochi, vous avez remarqué qu'il y a une grande activité quotidienne. Il y a tellement de matériaux qui émettent des fumées très fortes dans l'atmosphère. Les gens les respirent alors qu'elles peuvent provoquer de graves maladies respiratoires. Si on ne surveille pas cette situation, si on ne la contrôle pas, nous craignons que dans un futur proche, de nombreuses maladies mortelles, comme le cancer, ne prolifèrent. Les jours se suivent et se ressemblent. Idrissou navigue à vue. Sa seule perspective, la fin de semaine lorsqu'il vend sa production, si j'ose dire. C'est une bonne semaine pour lui. Il a gagné environ 20 € pour 20 kilos de cuivre. Une somme dérisoire. 5 fois moins que le cours du cuivre sur les marchés internationaux. Yes. So, is that finished? Yeah, I said finished. So the price will give you good? Yeah. Aluminum, copper, all this, copper yourself? Oil, good for me. Only aluminum, green or copper? Price copper and the brush. All make how much? All make 1.270. 1.270? Yeah. Peru? Scarf NFA? So, right now? Yeah. If you get the price come up, you like the price then? Oh, I like the price. I will make more than get some again. Yeah. Don't worry, take your time. Okay. So that's okay. Kessi est un des boss de la décharge. Comme son père avant lui, il achète le cuivre et tous les autres métaux. Il connaît le mal qui ronge cette décharge. La plupart d'entre eux se fichent de leur santé parce qu'ils ignorent les effets de leur activité. Le problème est que la plupart sont illettrés, ils ne sont au courant de rien. Parfois, quand vous leur expliquez, certains comprennent et d'autres vous ignorent et disent qu'importe, on continue de le faire. Mais ils ont besoin de le faire. Ils se font un peu d'argent
Alors ils continuent leur activité. Les seuls qui comprennent décident d'abandonner. Les autres, eux, vous disent que c'est comme ça, qu'ils gagnent leur vie, donc ils continuent. Il n'y a pas d'issue. Here's my first place, so let's look at what I want to buy. You can see where we are dismantling the computers. So the big one. Un peu plus loin, je croise Victor. Lui connaît les risques et se tient autant que possible éloigné des fumées toxiques. Il se contente de démonter les ordinateurs pour récupérer uniquement les composants et les vendre en pièces détachées. Ceux qui brûlent le cuivre respirent la fumée. C'est très dur. C'est ce qu'il y a de plus difficile à supporter. Vous voyez, moi, je n'aime pas travailler trop dur, donc je me contente d'acheter et de vendre. Étonnamment, c'est un marché qui attire même les étrangers. Il y a peu, des Chinois sont venus jusqu'ici pour lui passer commande. Il y a 2 ans, il y a des pièces qu'on ne récupérait pas. Mes clients sont venus me dire de ne plus les jeter et m'ont proposé un prix d'achat. Ils viennent et me disent de quelles pièces ils ont besoin, surtout les claviers et les processeurs. Alors on les garde et on leur vend. Avant, on les considérait comme des déchets. On ne faisait pas d'argent avec ça. Je n'ai pas pu voir ces Chinois avec lesquels Victor fait affaire. Je sais juste qu'avec ce nouveau business, il a réussi à doubler son salaire. Et quand ils ne sont pas là, comme il ne peut pas attendre, il revend sa marchandise à un grossiste. Victor a appris à exploiter chaque morceau, chaque élément d'un ordinateur. Les processeurs, les coques, les cartes mémoire, mais aussi les montants en aluminium. Il me présente Mohamed. Et là, c'est encore une autre histoire. It's 5 pounds, so you give us 10 cedi. Are you sure? I cannot cheat you. It's 10 pounds. It's 10 pounds. It's 10. Oh, Mohamed, just give me the money. Just give me the money. It's okay. Okay, give me 6. I'll give you $5 cedi. So this one is the main aluminium. I know. No engine inside. You see gearbox. Gearbox no deal. So I'll give you $5 cedi. All right. I'll give you $5 cedi. Have it. Mais une fois la négociation terminée, Mohamed me prouve que dans l'Afrique de la débrouille, un ordinateur peut se réincarner en marmite. C'est comme ça. Dans ce lieu, rien ne se perd. Ce pourrait être la carcasse de mon vieux frigo. Et j'aurais dit poubelle. Mais ici, mon vieux frigo est devenu un objet de convoitise. Des Burkinabés, des Ivoiriens, des Togolais passent la frontière pour venir exploiter ces restes sur la décharge. En un quart d'heure, ils vont le dépecer pour l'offrir aux consommateurs sous une autre forme. Jamais je n'aurais pensé qu'avec un vieux frigo,
on pouvait fabriquer des récipients pour transporter le béton ou des plats pour la cuisine. It's like I feel I give you. Avant là. I feel I give you. Hey, what can we give you? Then, eh? You give me 3,000. Oh, you saw me. No, we can we have. I'll give you 60,000. Can we have? Kessie est toujours à la même place. Je me rends compte que c'est un des hommes les plus importants ici. Les affaires vont bon train. Le marché du recyclage semble vraiment rentable. Imaginez, même son banquier vient jusqu'à lui. Il se fraye un chemin entre les déchets et les hommes pour venir choyer son client. Si vous marchez là-bas, vous verrez 4 banques dans la même rue. Il y a de la compétition. C'est pourquoi la dynamique bancaire a changé. Nous sommes plus proches des clients afin de faire plus de business avec eux. Comme vous pouvez le constater, il est très occupé. Si vous aviez attendu qu'il vienne à la banque, il ne serait jamais venu. Donc vous devez venir à lui. Toutes les banques l'apprécieraient parce qu'il ramène de bons dépôts. Kessie est dans une catégorie de clients que toutes les banques aimeraient avoir. Ce genre de business sur la décharge brasse beaucoup d'argent. Ça varie entre 1 ou 2 millions de dollars par an. Voilà. Je ne l'avais pas compris tout de suite. Mais j'ai là sous les yeux des millions de dollars. Mon périple se poursuit de l'autre côté de la Terre, en Colombie. Ici, le peuple des ordures est prêt, paraît-il, à se battre pour défendre son gagne-pain, pour défendre ses poubelles. À Bogota, le paysage n'est pas si différent. Je retrouve les mêmes odeurs, les mêmes gestes, les mêmes acteurs. Ici, on les appelle les recicladores. Les familles de recycleurs se retrouvent tous les midis, autour d'une même table. Avant d'arriver à Bogota, j'avais beaucoup entendu parler de Nora. Cette femme a passé son enfance dans les décharges. Elle sait de quoi elle parle. Elle est aujourd'hui en Colombie, la représentante du peuple des ordures. C'est elle qui a créé ce lieu de vie. Nous représentons plus de 15 000 recycleurs. Non seulement nous défendons leurs intérêts, mais nous essayons aussi de mener des actions pour protéger et améliorer leurs conditions de travail. Le fait d'être ancienne recycleuse me donne une certaine légitimité et une crédibilité dans notre combat. Je considère qu'on ne doit pas abandonner notre profession. Grâce à elle, nous avons survécu pendant plus de 80 ans. Elle a une certaine idée de sa profession et se bat pour que vive le métier de recycleur. Je découvre en fait que Nora est à la tête du premier syndicat des ordures. Et elle n'a pas peur d'affronter les autorités. Au contraire, elle sait tout ce qu'elle a déjà gagné et ça lui donne la force de continuer. Il y a une histoire japonaise qui dit « Pour que les Japonais puissent vendre le meilleur poisson, ils introduisent un requin dans leur cercle pour que les poissons soient en mouvement constant. Et ainsi, ils auront des poissons de très bonne qualité. » Donc je crois qu'ici à Bogota, nous avons aussi un gros requin qui nous fait bouger constamment sans arrêter de lutter. Avec la municipalité, on vit ça tous les jours et cela exige beaucoup d'énergie et de temps.
Parfois même 24 heures sur 24. À la périphérie de la ville, une longue file de camions se dirige vers la décharge de Dona Juana, là où Nora a travaillé pendant des années. Hier encore, des centaines de recycladores fouillaient cette décharge. Aujourd'hui, ce sont des bulldozers et des machines qui font le travail. Un consortium privé composé de plusieurs entreprises colombiennes, brésiliennes et canadiennes s'en occupe à présent. Montant du contrat, plus d'1 million d'euros par mois pour la gestion des déchets. Pour Nora, on leur a volé leur gagne-pain. Ils étaient tellement en colère qu'ils sont descendus dans la rue, main dans la main. Du jamais vu. Ils ont battu le pavé pour qu'on leur rende leur poubelle. Nora était évidemment en tête du cortège. Malgré la mobilisation, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Pire, après la décharge, on veut leur interdire à présent de circuler avec leurs charrettes dans le centre, sous prétexte de moderniser la ville. Ce jour-là, Nora a tenu à ce que je l'accompagne. Elle m'entraîne à une réunion. Quelques membres de son association sont à ses côtés pour affronter les représentants de la mairie dans la gestion de ce dossier. Nora est déterminée. Elle fera tout pour que les recycladores ne disparaissent pas de la rue. Nosotros somos ciudadanos. Ciudadanos con un interés, sí, tenemos el interés de mantenernos en el trabajo y crecer en la cadena de valor. Sí tenemos un interés, nunca lo hemos negado. Doctor Uber, perdóneme, pero no podemos quitar en una mesa lo que ya se tomó en otra. Y afuera, sino las de la mesa, que están colocándonos a la administración y a otras personas palabras que no las estamos haciendo. Le débat tourne encore une fois au dialogue de sourds. La mairie affirme qu'elle fait tout pour que les entreprises privées embauchent des recycleurs. Pourtant, lorsque j'interroge à mon tour le responsable de la municipalité, je le sens embarrassé, agacé. Les recycleurs ont très peur de ne pas être inclus dans les nouveaux contrats. Ils ne vous croient pas quand vous dites que vous allez les intégrer dans le processus de gestion des déchets. Là, vous faites erreur. Ils sont intégrés. Et c'est même la première fois en Colombie qu'on intègre les recycleurs de la rue dans le contrat de traitement des déchets. Mais le pourcentage d'intégration est minimum. Cela ne concerne en fait que 4 ou 5 familles. C'est dérisoire comparé au nombre total de recycleurs. Ça, on ne peut rien y faire, car d'après leur contrat, les entreprises privées sont libres de travailler avec qui elles veulent. Nous, on ne peut que les encourager à participer d'une façon plus dynamique et plus active à la réinsertion des recycleurs. Ce qu'ils me cachent en fait, c'est qu'il est déjà trop tard. Le contrat est signé avec le consortium privé. 150 millions d'euros pour 11 années d'exploitation. Face à ces montants, le sort des recycleurs n'a plus guère d'importance. Alors j'ai voulu rencontrer ceux que Nora défend avec tant d'énergie. Je me rends sur les hauteurs de la ville, dans le quartier des recycladores. C'est là que je rencontre Pépé et sa famille. Ils sont recycleurs de père en fils. Devant sa maison, entre les sacs poubelles et les cartons, assise sous un parasol, se cache sa grand-mère Elbia, sa mamita comme il dit, sa petite nièce et sa maman. Ils sont inquiets quand ils entendent que la mairie veut les empêcher de travailler, les voir disparaître de la rue. No, ya no la toma, toca a él. No sé. Como no hay actitud. Un pollillo. Acá con mis hijas y todos, son 6 hijos
J'ai 6 enfants et nous sommes tous recycleurs. Nous dépendons tous du recyclage. Nous n'avons pas d'autre moyen de gagner de l'argent. Les charrettes sont notre unique moyen de transport pour ramasser les déchets, les ramener dans nos maisons, les organiser et les trier. Aujourd'hui, ils veulent aussi nous enlever ce droit. On ne trouve presque plus rien dans les poubelles. Et maintenant, ils veulent interdire les charrettes et nous laisser sans rien, encore plus pauvres. Ce n'est pas juste que l'État se comporte comme ça avec nous. Quand ils ont découvert que le recyclage rapportait de l'argent, ils nous ont volé l'affaire et maintenant, nous, on ne trouve que les déchets des déchets. Ce n'est plus comme avant. Avant, on pouvait manger un bout de viande avec nos enfants. Aujourd'hui, nous ne pouvons même plus le faire. J'ai demandé plusieurs fois à Dieu et à la Vierge. Qu'on ne nous enlève pas les charrettes. Qu'ils nous aident. Parce que c'est très dur. Qu'il nous laisse encore un petit peu de temps. C'est la seule chose qui nous reste. Nous dépendons tellement des charrettes. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre le recyclage et aussi nos charrettes. On resterait sans rien du tout. Franzi est l'aînée de la fratrie. Cela fait déjà 3 ans qu'elle travaille. Comme sa grand-mère, elle a fait le choix d'arrêter ses études pour devenir recycleuse. Nous partons pour 1h30 de marche. Elle me promet de la poubelle de luxe, dans un quartier chic de la ville. Ici, les habitants sont les premiers à souhaiter le départ des recycleurs. Trop sale, trop encombrant. La mairie promet une reconversion. Mais pour quel emploi? Quel avenir? Aujourd'hui, ils nous disent que si on arrête le recyclage dans la rue, ils nous proposeront un autre travail. Mais moi, ce que je pense, c'est que... Ok, d'accord pour les jeunes. Moi, j'ai 19 ans. Pour les jeunes, il n'y aura pas de problème s'ils nous donnent un travail, un salaire. Mais je me demande ce qui va arriver aux personnes plus âgées. Par exemple, ma mère ou ma grand-mère, elles font du recyclage chez elles à la maison. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont, comment dire, un peu trop vieilles. S'ils interdisent le recyclage dans la rue, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Il y a beaucoup de gens qui survivent grâce au recyclage. Avant que je reparte pour la France, Nora veut me montrer cet endroit. Pour elle, c'est là qu'est l'avenir des recycleurs. Un hangar pour un projet pilote. Des dizaines d'hommes et de femmes travaillent ici côte à côte. C'est la première fois que je les vois avec un bleu de travail, des masques et des gants. Pour Nora, c'est une fierté, une victoire collective. Ce projet a vu le jour grâce à la mobilisation de tous les recycleurs.
Les grandes entreprises veulent faire notre travail. C'est une lutte économique, mais nous pensons que nous sommes légitimes pour rester et pour nous développer dans cette chaîne de recyclage. Parce que c'est nous qui l'avons inventée. Ici travaillent 70 personnes et elles gagnent 2 fois plus qu'avant. Un peu au-dessus du salaire minimum. C'est une victoire, mais je suis préoccupée parce que nous ne sommes pas assez nombreux. Mon but est d'arriver à offrir les mêmes conditions à des milliers de personnes. Des milliers de personnes dans les mêmes conditions, un projet plein d'espoir. Mais il faudra encore faire face à l'appétit grandissant des entreprises privées. Prochainement, la mairie de Bogota devrait signer un nouveau contrat pour le ramassage des ordures et le nettoyage des rues. Un contrat de 7 ans et d'1 milliard d'euros. Plus de doute, la gestion des déchets est bel et bien devenue ici, comme partout dans le monde, un business florissant.